Bonjour. République démocratique du Congo, les combats se sont poursuivis ce week-end entre les factions du mouvement du 23 mars, le M23, au nord de Goma, dans le Nord Kivu. Les hommes du général Makenga Sultani et ceux du bishop Runiga se sont affrontés samedi et dimanche à Rugari, à une quarantaine de kilomètres de Goma. Le point depuis Goma avec notre correspondant Primo Pascal Rudaigua. Les deux camps se rejettent les responsabilités. L'aile du général Makenga dit que c'est la milice du bishop Runiga qui aurait attaqué leur position, tandis que le porte-parole du M23, proche du bishop Runiga, le colonel Mirindi précise. C'est depuis 4 heures du matin que le général déchu Makenga a décidé d'attaquer nos positions pour essayer de nous déloger. Il a bombardé la cité de Rugari où 4 civils ont été tués, 2 hommes et 2 femmes, un enfant blessé grave. Nous les avons repoussés le samedi soir et ce dimanche, ils ont repris les hostilités. Ils cherchent à nous déloger dans nos positions et nous disons que c'est inacceptable. Pour sa part, Amani Kabasha, porte-parole du groupe du général Makenga, insiste que le camp de Runiga doit être non seulement démantelé, mais aussi ses chefs militaires et politiques doivent être capturés et transférés à la Cour pénale internationale. Inacceptable que les bandits, les Runiga et les Bosco continuent à utiliser les enfants qui sont là pour combattre pour la cause, pour que les parents puissent rentrer, qui soient utilisés par une bande de malfaiteurs au lieu de les utiliser pour la cause pour laquelle ils sont engagés dans la rue. Nos militaires les poursuivent jusqu'à ce qu'ils puissent les capturer et nous pensons que d'un moment à l'autre, nous allons vous annoncer la capture du colonel Baudin Garouillet et de Bosco Ntaganda. Jusque dimanche soir, la circulation était toujours bloquée entre Rutshuru et Goma à cause des affrontements entre le M23 de Makenga et le M23 du bishop Runiga. Pendant ce temps, les autorités de Kinshasa multiplient des visites à Goma et promettent de restaurer la paix durable au Nord Kivu. Richard Mouyej Manguez, ministre national de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Goma est toujours sous pression, ces populations vivent dans des stress continus, la criminalité semble se poursuivre et dans le reste du territoire ce sont des exactions. Je crois qu'il est important que nous venions parce que le chef de l'État ne se laissera jamais ébranler, il continue à déployer des efforts pour que la paix revienne. Il est important que nous venions rester avec les populations de Goma et des territoires en perturbation pour prendre les informations qu'il faut, échanger avec les autorités provinciales pour raffermir les stratégies. L'objectif, c'est de ramener la paix durable. L'objectif, c'est de faire régner la sécurité. C'est notre devoir. Goma, Primo Pascal Rudaigua, La Voix de l'Amérique. Toujours concernant le Nord Kivu, les agences caritatives, Comité international de la Croix-Rouge et Médecins sans frontières rappellent que dans l'affaire, ce sont les civils qui font les frais de cette lutte du pouvoir entre les rebelles. On recense des milliers de déplacés en pleine saison des pluies. On écoute le chef de mission de MSF sur place, Hugues Robert, qui évoque la désolation à Kichanga. Avant les combats, il y avait 76 000 déplacés et habitants qui vivaient à Kichanga. Donc une partie s'était réfugiée pendant les combats dans l'hôpital Saint-Benoît et auprès de la MONUSCO, donc la base des Nations Unies. Et effectivement, une partie avait un peu pris la route, soit pour les camps de déplacés de Goma. Une partie apparemment était partie effectivement dans les forêts à l'ouest et à l'est. Mais donc c'est les gens qui sont dans les zones de forêt, en fait c'est des gens auxquels on n'a pas eu accès. Vous êtes la seule organisation humanitaire médicale internationale qui opère actuellement dans la zone de Kichanga. Effectivement, mais on a aussi des équipes du CICR qui sont arrivées pour des évaluations en termes de Watson et de protection et de sécurité économique. Donc effectivement, il y a 2 organisations internationales qui actuellement supportent ces personnes à Kichanga. Quels sont les besoins les plus urgents que vous constatez sur le terrain? Qu'à mardi, en fait, la priorité, effectivement, c'était donc de sauver des vies. Donc on a eu un gros travail de stabilisation des blessés et de transfert des blessés vers les structures hospitalières qui pouvaient prendre en charge les blessures très graves. Donc on a transféré des patients sur Mouesso, où on travaille dans un hôpital avec une équipe de chirurgiens, et une autre partie des patients a été transférée sur Goma
dans d'autres hôpitaux. Pour les patients qui sont restés sur Kichanga, il y avait tout un gros travail de stabilisation de ces patients et de pansement pour éviter les infections. Et donc maintenant, je dirais dans les prochains jours, je pense que effectivement il y aura des tâches plus normales pour prendre en charge, on va dire, les maladies plus habituelles et aussi peut-être faire face aux maladies diarrhéiques parce qu'il y a eu apparemment un potentiel accroissement des maladies diarrhéiques liées aux conditions de déplacement des populations et à l'accès à l'eau. Est-ce que les partis respectent la neutralité des centres médicaux et des équipes? Alors écoutez, les combats ont été extrêmement violents et l'échelle de ces combats était telle que beaucoup de maisons ont été détruites au centre-ville. Il y a 20% du centre-ville qui est complètement rasé ou brûlé. Et effectivement, durant ces combats, il y a eu un obus en tout cas qui est tombé à proximité du centre hospitalier de Saint-Benoît. Donc effectivement, donc c'est fait très grave. Il y a eu 2 morts et 9 blessés lors de cette explosion. Mais globalement, je dirais qu'il y a eu un certain respect quand même des structures. Après dans les combats, je dirais qu'il y a eu un peu des dégâts collatéraux, beaucoup de balles perdues, beaucoup de personnes, effectivement, comme je disais, qui ont été blessées ou tuées, qui sont des civils. Dans ce genre de conflit, la protection des civils, c'est quelque chose de très important. Le respect, effectivement, des équipes humanitaires qui travaillent dans ces zones-là doit continuer pour qu'on puisse continuer à assurer le travail d'urgence par rapport à ces populations. Le chef de mission de Médecins sans frontières, Hugues Robert, il était joint en République démocratique du Congo. Washington, la Voix de l'Amérique, Camille Grosdidier avec vous pour aujourd'hui l'Afrique centrale. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Programme alimentaire mondial font front commun pour prêter assistance à près de 20 000 Centrafricains réfugiés en République démocratique du Congo après la reprise des combats entre les rebelles du Seleka et l'armée centrafricaine en décembre 2012. Ces réfugiés sont hébergés par des familles à Gbadolité et à Mobayi Mbongo, qui elle-même manque de tout, explique une porte-parole du PAM, Elizabeth Burrs. Ces réfugiés sont venus donc de République centrafricaine pour fuir des combats qui ont lieu depuis la mi-décembre entre les rebelles Seleka et l'armée régulière. La situation déjà en Centrafrique, dans cette zone, est absolument intenable pour les personnes qui s'y trouvent et dramatique, mais près de 24 000 réfugiés sont venus en République démocratique du Congo. Certains sont arrivés, les 22 000 dans la province de l'Équateur et 2 000 autres dans la province orientale. Et il faut maintenant s'en occuper puisque les communautés d'accueil sont déjà aussi extrêmement pauvres en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais a mis à la disposition des terres pour établir des camps? En effet, le gouvernement a donné un terrain qui va servir à édifier un camp de réfugiés, mais nous allons partir de rien, c'est-à-dire qu'il faut bien sûr faire venir des tentes, des matelas, des moustiquaires, des couvertures, également des seaux, du savon pour l'hygiène, parce que tout va être à créer, et également 2500 kits de cuisine qui vont permettre à ces réfugiés de faire à manger, et également des bâches et des jerrycans. Ce camp va permettre de soulager les communautés d'accueil, qui sont extrêmement pauvres, et également va répondre aux besoins de protection que ces populations réfugiées demandent. Il est important de protéger une majorité de femmes et d'enfants extrêmement vulnérables, et ils seront finalement beaucoup plus protégés dans des camps que s'ils étaient livrés à eux-mêmes. Encore faut-il avoir les moyens d'organiser cette aide, et justement, il me semble que le Japon a annoncé un nouveau don particulièrement généreux à l'ONU. Le Japon vient d'annoncer une contribution de 141 millions de dollars pour les crises en Afrique, donc que le Programme alimentaire mondial va pouvoir utiliser pour lutter contre ce fléau qu'est la faim et qui touche beaucoup de populations actuellement en Afrique. Cela va nous permettre aussi de lutter contre la malnutrition en Asie et au Moyen-Orient, et nous sommes extrêmement reconnaissants au gouvernement japonais pour cette contribution. Elizabeth Burrs, porte-parole du Programme alimentaire mondial, et comme... Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Retour mouvementé hier pour Étienne Tshisekedi à Kinshasa. Après 2 semaines passées en Afrique du Sud, l'opposant congolais est rentré hier dans son pays, mais l'accueil populaire que ses partisans entendaient lui réserver a été empêché par la police. Et puis, toujours en République démocratique du Congo, la MONUSCO, la mission des Nations Unies dans ce pays, dit être jusque-là sans nouvelles des 4 membres d'équipage de l'hélicoptère des Nations Unies qui s'est écrasé samedi dernier près de Bukavu, au sud Kivu. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Mouvementé à Kinshasa du principal opposant République démocratique du Congo, Étienne Tshisekedi, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, a été accueilli hier à son arrivée d'Afrique du Sud par la police qui a empêché ses partisans de manifester et l'a raccompagné directement à son domicile, d'après plusieurs médias. Mais information non crédible, rétorque le gouvernement de Joseph Kabila. Je vous propose d'écouter le ministre des Médias, Lambert Mende, qui nous parle d'abord de la perspective d'un accord de paix avec les rebelles du M23 à la fin des pourparlers de Kampala ce vendredi. Je ne considère pas cela comme un accord de paix. Je sais que la rencontre de Kampala va se clôturer le 15 mars. C'est la décision qui a été prise au niveau des institutions nationales à Kinshasa. Bon, qu'est-ce qu'il en sortira? Un procès verbal, un accord, rien de signé, faute d'interlocuteurs, parce que ceux que nous avons en face de nous sont passablement divisés. Personne ne sait le dire à l'heure qu'il est. Mais en même temps, il y a les 2 factions du M23 qui s'affrontent. Cela n'a-t-il pas exacerbé la situation? Exacerbé, non. Nous savons que c'est une force négative que nous avions en face de nous. Maintenant, elle s'est démultipliée. Il y en a 2. Donc, qu'il soit divisé ou pas ne change rien du point de vue congolais. C'est une force criminelle qui doit absolument disparaître, c'est tout. Dans le projet d'accord, le gouvernement souhaite accélérer le retour des personnes qui ont fui les violences pour se réfugier au Rwanda. Cela va-t-il être vraiment possible? Sincèrement, je ne vois pas ce que le fait d'accélérer le retour de nos compatriotes réfugiés au Rwanda a à voir avec le M23. Je pense que ça, il s'agit d'un engagement permanent de la République démocratique du Congo de faire revenir tous ses citoyens vers son territoire. Et donc, le M23 ne peut pas signer avec le gouvernement un engagement concernant le retour de réfugiés qui serait dans un pays que le M23 ne contrôle pas. Donc, le M23 n'est pas un État avec lequel on signerait des accords pour le retour des réfugiés. Nous avons revisité avec le M23 les accords de 2009. Il y a manifestement quelque chose qui restait à faire alors que la plus grande partie des engagements ont été accomplis. Peut-être que là, il y aura un PV qui sera signé pour cela. Mais pour le reste, c'est des choses qui concernent les États de la région et c'est avec ces États que nous travaillons pour le retour des réfugiés. Mais il y a quand même des régions que le M23 contrôle, n'est-ce pas? Oui, mais le M23 contrôle ces régions de manière tout à fait illégitime. Le M23, nous l'accompagnons vers sa disparition comme groupe politico-militaire. Parce qu'il n'y a pas de place pour les groupes politico-militaires dans notre pays, selon la Constitution. Et le M23 a été déclaré mouvement criminel par les Nations Unies. Donc il n'y a pas de place du M23 sur cette planète. Mais nous voulons les accompagner vers cette disparition ou ce changement de nature. Monsieur le ministre, tout à fait autre chose. Plusieurs partisans du parti d'opposition UDPS ont été interpellés par la police pendant le week-end. Ils étaient à l'aéroport de Dili pour accueillir leur leader Étienne Tshisekedi. Êtes-vous au courant de cette situation? Ce n'est pas crédible comme information. D'abord, ils ont dit qu'on a tué 11 personnes parce qu'ils voulaient attirer l'attention sur eux, alors que pas un seul coup de feu avec balle réelle n'a été tiré hier à Kinshasa. Il y a eu 2 grenades lacrymogènes de tirer lorsque 50 personnes ont voulu empêcher la circulation sur la voie publique. Et donc maintenant, ils revoient à la baisse leurs propos en parlant de personnes arrêtées. Nous ne sommes pas au courant. Il n'y avait pas de forte perturbation de l'ordre public pour qu'on aille jusqu'à arrêter des gens. Nous ne sommes pas au courant. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, joint à Kinshasa. RDC toujours, première de 3 journées villes mortes ce lundi à Goma pour dénoncer l'état des routes. C'est l'un des sujets dans la rubrique 100 citoyens journalistes en RDC.
Charlie Kasereka, 100 citoyens journalistes pour la ville de Goma dans la province du Nord Kivu. La société civile de Goma a décrété 3 jours ville morte. Leur motif, la lenteur observée pour la réhabilitation de la voirie urbaine de la ville. Ce 11 mars, les écoles, magasins, stations d'essence étaient fermées. Il n'y avait même pas les transports en commun. Et toujours par rapport à la journée ville morte, 5 étudiants de l'université libre des pays des Grands Lacs, ILPGL, ont été blessés par une grenade jetée par la police qui dispersait la foule alors que ces étudiants étaient devant la porte de leur université. 3 d'entre eux ont été grièvement touchés. Pour la société qui exécute les travaux sur cette voirie, a juste asphalté une distance de moins de 300 mètres, chose qui ne rassure jusqu'à présent les gomatraciens. Et pour garder l'ordre public, la police nationale congolaise a été déployée sur toutes les grandes artères de la ville de Goma. Il nous reste maintenant à voir si les 2 jours restants vont toujours être respectés. Kani Lubango, citoyen journaliste, vit de Bunia en province orientale. L'actualité à Bunia reste dominée par l'élection Miss Vodacom ville de Bunia. 15 filles étaient en compétition et 3 d'entre elles ont été couronnées ce soir par les membres du jury. La Miss Noëlla Lugusa a bénéficié d'une moto pour une valeur de $1,500 américains contribution de Vodacom, plus une enveloppe de $300 contribution de Mitterrand du restaurant Ma Campagne. À Wamambo, la première dauphine a bénéficié d'un frigo et Mylène Lusamba, la deuxième dauphine, a bénéficié d'une télévision et d'un lecteur DVD. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le président angolais José Eduardo dos Santos devait s'entretenir ce mardi 12 mars à Luanda avec ses homologues sud-africains Jacob Zuma et congolais Joseph Kabila. Un sommet pour analyser la situation qui prévaut en République démocratique du Congo et procéder à la consultation dans la perspective de la mise en œuvre de l'accord cadre de paix, de stabilité et de coopération en RDC et dans la région, accord signé le 24 février à Addis Abeba par 11 États africains. Mireille Boukassa de Radio Okapi. Ce sommet a un double objectif. D'un côté, analyser la situation qui prévaut en RDC et de l'autre, procéder à la consultation en vue de la mise en œuvre de l'accord cadre de paix, de stabilité et de coopération en RDC et dans la région. Cet accord d'Addis Abeba signé en février vise à mettre fin au conflit et à la violence en RDC. Au terme de cet accord, le gouvernement congolais est obligé d'approfondir les réformes dans les domaines de la sécurité et des finances. Il doit aussi renforcer l'autorité de l'État, notamment dans l'Est et dans le Nord du pays, région où l'existence de nombreux groupes armés constitue une menace pour les pays voisins. En outre, d'après le même accord, l'ONU doit continuer à contribuer pour la stabilité à long terme dans la région des Grands Lacs et à renouveler ses engagements avec ses partenaires bilatéraux. La rencontre de ce jour à Luanda s'explique par le fait que l'Angola est signataire de l'accord au même titre que plusieurs autres pays africains ainsi que l'ONU, l'Union africaine, la SADC et la CIRGL. Ce protocole propose en outre le renforcement de la coopération régionale, surtout dans le domaine économique et judiciaire. Et puis sur la RDC, Ban Ki-moon adresse ses condoléances aux familles des 4 membres russes de l'équipage d'un hélicoptère des Nations Unies suite au crash de leur appareil le 9 mars près de Bukavu. La MONUSCO qui a pu atteindre l'appareil aujourd'hui et qui a ouvert une enquête. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, inquiétude croissante sur la situation dans l'est du pays, en proie à une recrudescence de violence dans le Nord Kivu, où la scission au sein du M23, toujours en discussion à Kampala, ne fait qu'ajouter à l'insécurité. Le groupe de Jean-Marie Runiga, président déchu du mouvement, luttant contre celui de Bertrand Bisimwa, qui a été investi la semaine dernière à la tête du M23. Dans le même temps, se tient à Kinshasa une conférence sur les violences sexuelles perpétrées dans l'est de la RDC. Le docteur Denis Mukwege, directeur de l'hôpital Panzi de Bukavu, y participe et il a dénoncé à nouveau la recrudescence de cette violence faite aux femmes. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les violences armées sont en recrudescence. Et ce sont les civils qui payent le prix fort. À Kichanga, dans le Nord Kivu, des affrontements entre l'armée et des miliciens de l'Alliance patriotique pour un Congo libre et souverain ont chassé des milliers de personnes hors de la ville. Affrontements qui, souvenez-vous, avaient éclaté à la fin du mois de février. Au moins 80 personnes avaient été tuées, d'après les chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations.
Et ce n'est pas tout. À Rutshuru, toujours dans la province du Nord Kivu, les combats entre factions du M23 ont eux aussi poussé les civils à fuir. Le point avec Simplice Pangji du Haut Commissariat aux réfugiés à Kinshasa. Les récents affrontements donc à Kichanga ont fait non seulement des victimes humaines, mais des dizaines de blessés. Il y a eu des destructions des biens civils, près de 500 habitations qui auraient été détruites. Ces affrontements ont, comme je l'ai dit tantôt, obligé des milliers de personnes à fuir de l'habitation. On avait estimé à près de 10 000 qui ont dû se réfugier autour de la base de la MONUSCO de Kichanga. Et les populations des camps de déplacés dans la localité de Kichanga ont dû également fuir à nouveau. De nombreux déplacés aussi se sont dirigés dans les camps qui existent ou bien dans des sites spontanés. D'autres, bien sûr, ont trouvé refuge dans des familles d'accueil. Pour ces milliers de personnes qui sont venues se réfugier près de la base de la MONUSCO, où sont-elles maintenant? Est-ce qu'elles sont toujours près de la MONUSCO? Depuis quelques jours, depuis 48-72 heures, il y a eu une accalmie. Et donc, on a assisté à un retour, notamment des déplacés internes dans leurs abris d'origine, donc dans les camps de déplacés de Kichanga. Donc, toutefois, il faut indiquer qu'une grande partie encore reste autour de la base de la MONUSCO, ou bien ils y retournent, notamment la nuit, pour se protéger. Dans le territoire de Rutshuru, les factions rebelles du M23 se sont affrontées et ont forcé des personnes à prendre la fuite. Oui, c'est bien ça. Environ 12 000 personnes qui, malheureusement, se sont à nouveau déplacées dans la zone de Rutshuru. Ces personnes déplacées ont trouvé refuge pour certaines dans le camp de Kiwanja, juste à côté d'une des bases de la MONUSCO. Il y a 1500 personnes qui ont par ailleurs été installées dans une école primaire de Rumangabo, une importante base militaire. Le reste, n'est-ce pas, des populations a trouvé refuge dans des familles d'accueil. Ce sont des flux récents qui remontent à quand exactement? Qui remontent à la semaine dernière seulement, là où les affrontements des différentes factions au niveau des M23 ont eu lieu, et c'est très récent. Quelles sont les plus grandes difficultés pour ces populations déplacées? Les plus grandes difficultés, c'est les questions de sécurité. Et puis, les besoins en vivre, les questions de santé, les besoins de protection, des besoins d'abri, parce que dans ces conditions, il est très difficile de trouver un abri sécurisé dans ces différentes zones-là. Est-ce que les rebelles du M23 s'en sont pris directement à la population? Nous n'avons pas de témoignages, n'est-ce pas, dans ce sens. Ce que nous savons dans un premier temps, c'est que ces personnes, il y a parmi elles des personnes qui ont fui préventivement, parce qu'elles sont allées donc se cacher quand les événements ont commencé. Et puis il y a certaines personnes qui ont fui là où le conflit les a trouvées. C'était Simplice Pangji du Haut Commissariat aux réfugiés à Kinshasa. Notons par ailleurs que la scission au sein du M23 est toujours en discussion à Kampala. Le groupe de Jean-Marie Runiga, président déchu du mouvement, luttant contre celui de Bertrand Bisimwa, qui a été investi la semaine dernière à la tête du M23. Comme chaque... Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Plus de 2 semaines après l'accord pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, 3 chefs d'État étaient réunis hier à Luanda. Le président congolais, le président angolais et le président sud-africain. Le 24 février, il faisait partie des signataires du texte prévu par les Nations Unies. Hier, ils se sont donc retrouvés pour parler application concrète. Tous ont déclaré vouloir rétablir la paix au Nord Kivu, mais derrière cette unité de façade, ils sont en désaccord. Estelle Motion. En apparence, le trio était parfait. Mais en coulisses, les voix des 3 présidents africains sont discordantes. Hier, ils ont annoncé vouloir coopérer pour rétablir la paix en République démocratique du Congo. Dans les faits, seul le président angolais a parlé, laissant un souriant Jacob Zuma et un discret Joseph Kabila au rang de spectateurs. Et aucune mesure concrète n'a été prise, preuve de la difficulté des négociations. Car en réalité, les 3 pays peinent à s'entendre, notamment sur l'envoi de troupes dans le Nord Kivu pour renforcer la mission de l'ONU. Le président sud-africain a déjà dit qu'il était prêt à contribuer à la future brigade, ce que refuse catégoriquement l'Angola, qui plaide pour une résolution pacifique du conflit, aux grandes dames de la RDC. À cela s'ajoute une défiance croissante entre Luanda et Kinshasa, que Pretoria peine à apaiser. La RDC critique le soutien mou de l'Angola, qui chercherait à préserver ses intérêts économiques dans la zone de conflit. Luanda condamne l'incapacité d'État congolais à assurer l'intégrité de ses frontières, dénonçant un flot d'immigrés illégaux. Autant de querelles à dépasser avant d'arriver à la paix. Estelle Motion, Luanda, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Démocratique du Congo. Les combats continuent dans l'est du pays entre l'aile de Jean-Marie Runiga et celle de Bertrand Bisimwa, qui est dirigé militairement par le général Makenga. Alors que le chef de la délégation du M23, Kampala, a été écarté de ce poste pour être remplacé par René Abandi Mouniarou Guerrero, l'on se demande qui traite ou va réellement traiter avec le gouvernement de Kinshasa dans la poursuite des pourparlers dans la capitale ougandaise. Tout le monde semble s'attendre à la signature d'un accord proche entre le M23 et le gouvernement congolais, mais les langues ne se délient pas aussi facilement, comme en témoigne cette interview avec René Abandi Mouniarou Guerrero, joint à Kampala. Nous croyons que la Joint Monitoring Team qui est à Goma, parce qu'il y a une équipe qui travaille à Goma qui représente la conférence des pays des Grands Lacs. Celui-là est venu rencontrer le général Makenga Sultani. Il a parlé avec eux. Nous espérons qu'ils ont su le rapport du terrain, parce que nous ne sommes pas des gens qui parlons dans le vide. Nous voudrions signer l'accord le plus possible. Ceci dit, on ne donne pas l'ultimatum à la paix. La paix, on la cherche. La paix est une valeur tellement précieuse qu'on saurait dire si la paix nous arrive le 16, ça sera trop tard et sera hors jeu. Donc, nous croyons que c'est bon d'avoir un accord le plus tôt possible. Il faut un accord qui vide le conflit. Encore une fois, nous entendons des histoires du genre intégration sans condition, du genre les 15 mars. Nous pensons qu'il faut que les gens comprennent qu'il s'agit de mettre fin à la guerre. Et donc, on ne saurait lui donner des dates butoirs comme ça à la va-vite. Est-ce que tout de même, il y a une rencontre prochaine qui est prévue avec Kinshasa et qui notamment serait dans la lignée de l'accord d'Addis Abeba? Notre présence à Kampala signifie cela, parce que Kinshasa a une délégation là-bas, le M23 a une délégation ici que je dirige. Et donc, nous sommes ici pour nous rencontrer essentiellement. Donc cela dépend du calendrier du facilitateur. Nous sommes disponibles tous les jours pour travailler. On est en communication, sinon que serions-nous en train de faire ici? Cette histoire d'accord, c'est éventuellement possible pour une date approchée? Ça me paraît vraiment peu réaliste de dire que le 15 on aura tout fini. Ce que j'ai envie de dire, c'est que faut pas qu'il y ait des discours réducteurs de la réalité. Du genre, il y a un deal entre l'aile Makenga et le gouvernement. Non, il y a un accord à faire, il y a une discussion à mener jusqu'au bout, il y a une cause de revendication légitime, comme dit la conférence des pays des Grands Lacs, d'un côté, que le M23 doit présenter et le gouvernement doit également y amener des réponses. On doit finir par un accord en bonne et due forme et on doit étudier comment le mettre en pratique. On n'a pas changé du tout continue comme avant. René Mouniarou Guerrero du M23 était joint à Kampala, capitale ougandaise. Et comme vous écoutez Zapping Info Congolaise. Avec les combats et le redéploiement des troupes dans l'est de la République démocratique du Congo, les actes de violence contre des femmes se multiplient. À ce sujet, le docteur Denis Mukwege, fondateur de l'hôpital de Panzi à Bukavu, s'est déclaré inquiet de l'ampleur que prend le phénomène du viol dans cette région. Pour ce dernier, le redéploiement des groupes armés dans l'est du pays se fait sur le corps des femmes. Ce que ne dément pas Rostin Manketa, directeur exécutif adjoint de l'Organisation de défense des droits de l'homme, La Voix des Sans-Voix. Le viol et les violences faites aux femmes sont devenues une arme de guerre. C'est dans l'esprit des auteurs de viols et de violences faites aux femmes de vouloir en fait déshumaniser la femme congolaise, de vouloir bafouer la dignité humaine. Et en fait, cela, ils le font pour que les Congolais, les Congolais soient traumatisés et puissent céder facilement aux exigences de groupes armés et de toutes les autres personnes qui sont impliquées dans l'exploitation de richesses de la République démocratique du Congo et autres velléités. C'est ça le problème. Parce que les viols, les violences faites aux femmes sont devenues courantes à l'est de la République démocratique du Congo. Docteur Mukwege a raison lorsqu'il dit qu'il y a même un accroissement des taux de viol aujourd'hui de suite de groupes armés, et y compris le M23. Et je crois qu'il est temps qu'on puisse vraiment passer aux actions concrètes pour mettre fin aux violences à l'égard des femmes en République démocratique du Congo. Mais comment concrètement protéger les femmes contre ces violences sexuelles-là? C'est la restauration de l'autorité de l'État
sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Si l'État congolais est en mesure de contrôler tous ces espaces, et cette restauration de l'autorité de l'État veut aussi une implication effective de la communauté internationale pour une paix effective et une sécurité effective dans cette partie du territoire national. Au-delà donc des discours, nous avons besoin d'une implication effective à travers des actions concrètes. C'était Rostam Manketa, le directeur exécutif adjoint de La Voix des Sans-Voix. Il s'exprimait au micro de notre collègue Carole Assignon. Nous restons en RDC. Une faction du mouvement rebelle du M23 active dans l'est du pays a affirmé n'avoir pas connaissance d'un projet d'accord avec Kinshasa qui pourrait déboucher sur l'intégration de ces hommes dans l'armée. Cette déclaration fait suite aux déclarations du porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, selon qui Kinshasa aurait reçu des offres du groupe Makenga disant qu'ils veulent renoncer à la rébellion et intégrer l'armée gouvernementale. Notre mouvement affirme haut et fort ne pas être saisi ni par la facilitation ni par le gouvernement de Kinshasa à ce sujet. C'est ce qu'affirme donc dans un communiqué signé par Bertrand Bisimwa, nouveau président politique du M23 pro-Makenga. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Roger Miss, appelle les groupes armés congolais actifs dans la province orientale à déposer les armes et promet de continuer à travailler avec le gouvernement congolais pour combattre les milices étrangères. En visite à Kisangani mardi, il s'est entretenu avec le gouverneur de la province, le comité provincial de sécurité et les responsables des agences onusiennes au sujet de la situation sécuritaire dans cette partie du pays. On écoute son commentaire recueilli par Radio Okapi à l'issue de ces entrevues. C'est très important pour tout le monde de comprendre que les gens qui se présentent avec les armes, soit comme défenseurs de la communauté, soit autre forme, ce n'est pas par les armes qu'on arrive à la résolution. Il est très nécessaire de laisser tomber ces armes, de trouver les moyens à vivre ensemble. Pour les étrangers comme le RRA et autres milices, évidemment c'est important de les combattre, les opérations criminelles qui menacent aussi la sécurité de la population. Et nous travaillons toujours ensemble avec les institutions de l'État à cet égard. Donc c'est toujours une question comment à mieux faire la collaboration, de rendre disponibles les ressources pour avoir un impact maximal. Et c'est dans ce sens que nous avons discuté avec le gouverneur et avec le comité de sécurité. Et puis toujours en RDC, le nombre de décès des personnes détenues aurait presque doublé en 2012. C'est le constat que font les Nations Unies. Une étude sur la situation des droits de l'homme montre en effet qu'entre janvier 2010 et décembre 2012, au moins 211 civils sont morts dans des centres de détention congolais. Maha Fayek. La barre des décès en centre de détention en RDC a franchi la centaine contre 54 en 2010 et 56 en 2011. Une étude des Nations Unies note que les mauvaises conditions de détention, notamment le surpeuplement, la malnutrition, l'accès limité aux soins de santé et le manque de ressources ont été les principales causes de décès, mais indique également que plus de 10% des décès, soit 24 cas, ont été causés par la torture ou les mauvais traitements. L'étude résulte d'une enquête approfondie menée par les officiers des droits de l'homme des Nations Unies dans les prisons et centres de détention à travers le pays. Navi Pillay, haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, est consternée par les chiffres avancés par l'enquête. Selon elle, il ne devrait jamais être permis qu'une personne privée de liberté meure de faim ou de mauvais traitements. Le blâme est mis particulièrement sur la corruption généralisée et le manque de transparence qui affecte la gestion des prisons en République démocratique du Congo. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. L'action de la coalition Seleka qui s'est emparée lundi de la ville de Bangassou progresse vers l'est, tout près de la frontière avec la République démocratique du Congo. Elle a investi la ville de Rafai, a-t-on appris hier, et se dirige vers Zemio, à environ 160 km plus à l'est. Inquiétude généralisée dans le pays, car dans cette zone, la redoutable rébellion de la LRA sévit également contre les populations, et celles-ci ne peuvent donc pas fuir dans la brousse à l'arrivée de la CPJP fondamentale. Albert Mbaya, directeur de publication du quotidien Agora. Ce qu'il faut noter, c'est que la coalition Seleka est une véritable nébuleuse aujourd'hui. Officiellement, elle était représentée par M. Michel Amnondroko Ndotodia, le premier vice-premier ministre du gouvernement d'Union nationale. Mais à l'intérieur, et donc je veux dire dans les provinces du pays, vous avez plusieurs entités qui se réclament de la Seleka, mais qui n'obéissent pas nécessairement à la direction incarnée par M. Ndotodia. Donc dans le nord-ouest, vous avez donc cette aile commandée par Noureddine, qui serait d'origine tchadienne. Ce n'est pas
cette entité-là, qui est dans le nord-ouest, qui s'est étendue brutalement vers l'est, cette aile agissant dans le centre-sud et vers l'est est différente de l'entité que dirige Noureddin. C'est cet autre groupe qui évolue actuellement vers l'est après avoir occupé les villes comme Gambo, Bangassou et Rapaï. Et donc ce ne sont pas les hommes de Noureddin qui sont actuellement vers l'ouest. C'est une nébuleuse avec un multicéphalisme en tout cas sans pareil. Alors jusqu'ici, le gouvernement n'a pas cessé de condamner à chaque fois ces attaques, mais est-ce que la population centrafricaine ne s'attend pas, surtout celle qui subit les attaques, ne s'attend pas à plus que des simples condamnations? Il faut aussi faire remarquer que les rebelles de la Séléka, qui obéissent aujourd'hui à différents chefs, qui ont des lignes tout aussi différentes, ont des équipements, ont des hommes qui ont occupé pratiquement 12 préfectures sur 16. Donc vous comprenez que dans l'arrière-pays, c'est pratiquement ces rebelles-là qui aujourd'hui font régner leur loi. Et les gens attendent à être délivrés. Les gens sont fatigués de ces attaques répétées, des pillages et des différentes formes de casse et de violations des droits humains qui sont perpétrées dans plusieurs provinces du pays. Donc, c'est pour vous dire qu'il faudra nécessairement une intervention musclée du genre qui se passe actuellement dans le nord Mali pour mettre un terme au chaos centrafricain. La zone de Rafaï-Zemio, elle est malheureusement aussi occupée par la LRA. Est-ce que cette coalition CPJP fondamentale aurait tendance à repousser la LRA ou au contraire à collaborer avec elle? Quand on vers une coalition Séléka-LRA, ça c'est une question qui préoccupe aujourd'hui. Mais est-ce que ces rebelles ont vraiment intérêt à coaliser avec une entité comme la LRA qui est reconnue comme un groupe extrêmement sanguinaire sur le continent africain? Je ne sais pas, je ne pense pas. C'est peut-être un petit peu tôt pour le dire, mais encore une fois, c'est une inquiétude, comme vous le dites. Est-ce que l'on arrive à savoir si ces rebelles auraient plutôt tendance à faire fuir la LRA ou à cohabiter avec eux? Pour l'instant, il n'y a aucune réponse possible à cette question. Les forces armées centrafricaines sont stationnées à Obo. Elles sont appuyées par les forces armées ougandaises et par un détachement venu des États-Unis. Je ne pense pas qu'il soit actuellement possible que les hommes de la Séléka qui sont en train d'évoluer vers Zemio-Obo puissent être dans la mesure d'inquiéter en tout cas les gens de la LRA, étant donné que entre les deux entités, vous avez les FACA, donc les soldats centrafricains, appuyés par les Ougandais et par les Américains. Albert Mbaya du quotidien Agora, au micro de Nathalie Barche. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Réaction en Afrique, en République démocratique du Congo, par exemple, les catholiques se réjouissent que le nouveau pape soit issu de l'hémisphère sud, même s'ils regrettent que le cardinal congolais Laurent Musengo ne l'ait pas emporté. Cela aurait permis, affirme-t-on, de renforcer la popularité de l'Église. Reportage à Kinshasa de Maud Julien. En ce moment-ci où nos yeux sont tournés vers l'Église de Rome. Quelques heures avant l'annonce, les églises catholiques du Congo organisaient encore des séances de prière dédiées au conclave, comme ici à l'église Sainte-Anne de la Gombe. Qu'ils arrivent à comprendre. Puis la fumée blanche est sortie. Je suis contente parce qu'on était comme des orphelins, on n'a pas de père. Et maintenant on a eu un père là, nous sommes bien. Comme certains prêtres congolais le craignaient, beaucoup de fidèles étaient déçus de ne pas voir le cardinal congolais Laurent Musengo sur le balcon de la basilique Saint-Pierre. Il est sud-américain, je suis un peu déçu comme africain, je m'attendais quand même cette fois-ci d'avoir un pape africain, pourquoi pas congolais, on avait un grand espoir. Un peu déçu, mais on a un pape. Et nous sommes heureux. Cela aurait aussi redoré le blason de l'église catholique congolaise qui a perdu beaucoup de fidèles au profit des églises du réveil depuis les années 80. Ici, un office d'une église du réveil. Plusieurs centaines de personnes y assistent. Le prêcheur promet des guérisons miracles et encourage les fidèles à donner des centaines de dollars au culte pour recevoir la prospérité en échange. $1000, $500, $250. Le départ des fidèles vers ces cultes inquiète l'abbé Donatien Tcholé, secrétaire général adjoint de la Commission épiscopale nationale du Congo. Le fait que beaucoup de baptisés catholiques vont dans les églises de réveil nous fait réfléchir. Ce serait intéressant de nous aider à avoir les moyens aussi de notre apostolat parce que, imaginez, il y a des paroisses constituées de 100 villages où les prêtres, pour des raisons d'ordre matériel, ne savent pas aller régulièrement. Et là, vous avez des gens qui se réveillent le matin, ils ont une révélation et comme ceux-là n'ont pas
leur pasteur à portée de remus. Alors ils se laissent entraîner. Même s'il n'est pas congolais, plusieurs prêtres m'ont dit qu'en tant qu'originaires de l'hémisphère sud, ils ont bon espoir que le nouveau pape François Ier comprenne leurs préoccupations. À Kinshasa, Maud Julien pour BBC Afrique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Prévention de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles. C'est autour de ce thème principal que se tient à New York la 57e session de la Commission de la condition de la femme de l'ONU. À cette occasion, le Mali et la République démocratique du Congo, deux pays en crise, ont saisi cette opportunité donc pour dénoncer les humiliations dont sont souvent victimes les femmes et les filles dans ces pays. Reportage à New York d'Eva Humbo. Vidéo à l'appui, la ministre Inagozi a donné un aperçu des violences dont sont victimes les femmes dans son pays. La vidéo montre des témoignages de femmes violées et même éventrées par leurs agresseurs. C'était à 4 heures du matin. Les Interahamwe ont fait éruption dans notre concession. Ils ont aussitôt égorgé mon mari. J'avais une grossesse de 8 mois. Ils m'ont enlevé et m'ont amené dans la forêt où ils m'ont violée à plusieurs. Après leur acte, ils se sont demandé quelle était la position du bébé dans mon ventre. Ils ont alors pris leur couteau. J'ai perdu connaissance et ils m'ont abandonné sur place. Les Interahamwe ont pénétré chez ma tante. Ils ont tué son mari, m'ont enlevé et m'ont emporté avec eux en forêt. J'avais 13 ans et j'étais la femme de 3 d'entre eux. Plusieurs soldats m'ont attaché les pieds et les jambes pour ensuite me violer l'un après l'autre. Ils ont ensuite forcé mon propre père, sous la menace de leurs armes, à s'accoupler avec moi. Je suis toujours traumatisée. Je ne veux même pas qu'un homme puisse me toucher, puisque ce qu'ils m'ont fait là-bas, je n'ai plus même besoin des hommes. Geneviève Inagozi. J'ai voulu juste vous donner une idée des atrocités qui se commettent au quotidien en République démocratique du Congo. Vous en avez certes déjà entendu parler, mais vous ne pouviez jamais vous imaginer qu'elles se commettent de cette manière-là. Dans mon pays, le corps de femmes sont devenus des champs de bataille. Donc, on se tire sur le corps de femmes. Je pense qu'il est temps de passer aux actions et aux actions concrètes. Selon l'envoyé spécial des Nations Unies pour les violences faites aux femmes, Margot Wallström, en 2012, 1152 femmes sont violées par jour en RDC, soit 48 femmes par heure. Évoquant l'urgence d'un engagement collectif contre les exactions faites aux femmes, la ministre Inagozi a souligné quelques causes et conséquences de la pratique qui doivent être combattues. Le viol comme arme ou stratégie de guerre qui est exercé dans le but de déstabiliser l'ennemi, ainsi que l'enlèvement des femmes pour en faire des esclaves sexuels au bénéfice des combattants. Et il y a également le viol comme butin de guerre. Les violences sexuelles, c'est juste pour récompenser les victoires. Il y a la précarité sociale, la déscolarisation de la jeune fille, la promiscuité dans les camps militaires et même dans les camps des déplacés. Collectivement, ces femmes lèvent ici le ton pour briser le silence international face aux viols et violences sexuelles dont elles sont victimes à la fois dans le nord du Mali et dans l'est de la République démocratique du Congo. À travers une concertation francophone de haut niveau sur les violences faites aux femmes et aux filles, Fatou Bensouda, procureur de la Cour pénale internationale, les a entretenus sur l'ensemble des instruments juridiques qui existent et qui prévoient une certaine protection à la femme. En ratifiant le statut de Rome, les États ont créé un mécanisme international, judiciaire et indépendant qui pourrait lutter efficacement contre les violences faites aux femmes. Plus important encore, ils ont créé un système complémentaire de justice pour les femmes. Pour que ce nouveau système global de justice soit efficace, nous avons besoin de l'engagement politique fort et continu de tous les acteurs, y compris les États parties. Donner une voix aux victimes et punir les auteurs. Avec le temps, la loi aidera à changer les comportements. La force du système réside dans la possibilité d'une responsabilité partagée et une action complémentaire entre la Cour et la communauté internationale. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
En RDC, un nouveau rapport des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans les centres de détention dans ce pays indique que le nombre de décès en détention a presque doublé en 2012 et que les conditions de détention restent extrêmement précaires dans la grande majorité des centres de détention. Écoutez Cécile Pouilly, elle est porte-parole aux Nations Unies à Genève, en Suisse. Ce rapport a mis en lumière plusieurs éléments. Tout d'abord, le fait que le nombre de décès en détention a presque doublé en 2012. Et que par ailleurs, les conditions de détention dans les prisons congolaises restent extrêmement précaires. Le Congo, c'est quand même un grand pays. Est-ce que les conditions des prisons sont les mêmes un peu partout? Est-ce qu'il y a des zones où la situation est beaucoup plus grave? Alors, la situation varie certes d'un établissement pénitentiaire à l'autre. Toutefois, on remarque que les conditions, notamment de surpopulation carcérale, sont extrêmement répandues. Les problèmes de malnutrition, d'accès limité aux soins et le manque général de ressources au sein des institutions carcérales sont un problème généralisé. Est-ce que le Congo est une exception en Afrique? Alors, il y a d'autres pays africains qui ont besoin d'améliorer leur système carcéral, mais ce qu'on remarque en République démocratique du Congo, c'est que c'est un problème persistant qui dure depuis des années et qu'il est tout à fait inacceptable qu'une personne qui est en détention soit privée de nourriture ou de soins. Quelles sont vos recommandations donc pour le gouvernement congolais? Nous rappelons au gouvernement congolais qu'il est de sa responsabilité de maintenir les prisonniers en vie et de subvenir à leurs besoins fondamentaux. Nous félicitons des premières mesures qui ont été prises par le gouvernement et notamment la suspension de plusieurs hauts fonctionnaires qui étaient soupçonnés de corruption. Toutefois, il faut que ces efforts se traduisent de manière très très concrète et rapide afin d'améliorer les conditions de vie dans les prisons et puis aussi de mettre fin aux mauvais traitements et aux tortures. Je rappelle que 10% des décès survenus en 2012 dans les prisons congolaises sont liés à des tortures et des mauvais traitements. Cécile Pouilly, porte-parole aux Nations Unies, elle était en ligne de Genève en Suisse. Et comme chaque... Vous écoutez Zapping Info Congolaise. 101 prisonniers sont morts en détention l'an dernier en République démocratique du Congo. C'est presque 2 fois plus qu'en 2011. Ces chiffres sont ceux d'une mission conjointe de la MONUSCO et du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Des observateurs ont visité ainsi plusieurs prisons congolaises. Et selon eux, les conditions de détention sont déplorables. Des prisonniers meurent de malnutrition, d'autres par manque de soins médicaux ou encore parce qu'ils subissent des violences. L'ONG, la Ligue des électeurs, parle d'une situation scandaleuse. Et encore, selon son secrétaire exécutif, l'avocat Sylvain Lumumbaya, ce n'est que la partie visible de l'univers carcéral congolais. Le rapport des Nations Unies tombe à point nommé et interpellant dans la mesure où il revient sur des cas d'ailleurs qui sont connus. Bien évidemment, ça décrit les quelques prisons qui ont été accessibles à eux, mais il y a des milieux carcéraux auxquels nous avons difficilement, voire nous n'avons jamais accès. Ce sont les milieux qui sont sous la gestion des services de renseignement. Ça, ce n'est pas dans le rapport et ça nous préoccupe au plus haut chef. Je vous le dis parce que je le vis. Moi, il y a des personnes détenues ici au Congo depuis le début du mois de janvier qui n'ont pas accès à leurs avocats que nous sommes. Nous avons une liste d'une centaine de personnes dont on ignore jusqu'aujourd'hui où est-ce qu'ils sont détenus. Et donc, vous imaginez ce qui se passe dans ces prisons lorsque nous savons les modes opératoires des services de renseignement en République démocratique du Congo. Des accusations démenties par le gouvernement congolais. Selon Lambert Mendez, son porte-parole, joint par Sonia Rollet, il n'y a aucune prison secrète au Congo. Il n'y a pas de prison en dehors de prisons officielles. Il y a peut-être des centres de détention provisoires dans les services comme ceux que vous citez, qui ne sont que des auxiliaires de la justice. Et s'il s'agit de services d'intelligence, je connais peu de pays au monde qui fassent visiter leurs services d'intelligence par le tout venant. Donc, tous les prisonniers sont orientés vers des centres de détention officiels et nous n'avons pas, nous, des rapports de personnes qui aient disparu. Ça n'existe pas, je ne pense pas, à moins qu'on nous le cite. Justement, la Ligue des électeurs parle de 100 personnes dont ils sont sans nouvelles et qui seraient passées par les prisons, notamment des services de renseignement. Des chiffres comme ça lancés à la volée, c'est fait souvent pour discréditer un gouvernement pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la compassion pour les victimes. Mais si on nous donnait des noms, peut-être pourrions-nous répondre.
Mais un chiffre, vous savez, on peut aussi dire 1000, tout comme on peut dire 10. Il faut nous donner des identités de personnes qui auraient disparu. Nous n'avons pas, nous, connaissance. Voilà, Lamper Mende, le porte-parole du gouvernement congolais. Le gouvernement congolais qui doit renoncer à son objectif dans le cadre des négociations avec le M23. Kinshasa espérait que les pourparlers aboutissent le 15 mars, mais le 15 mars c'est aujourd'hui. Aucun accord n'est signé avec les rebelles. Et la perspective de trouver une solution qui convienne à tout le monde s'éloigne puisque le M23 est divisé pendant que les factions ennemies s'affrontent sur le terrain au Nord Kivu, à Kampala. 2 hommes revendiquent le rôle de négociateur. Bruno Minas. Qui représente le M23 à Kampala? C'est toujours moi, affirme François Rouchogoza, le chef de délégation, qui est là depuis le début. Le problème est que Rouchogoza est resté fidèle au pasteur Runiga, qui a été chassé de son poste de président le mois dernier. Son successeur, Bertrand Bissimois, a nommé un nouveau chef, René Abandi, lequel affirme représenter la vraie délégation. René Abandi accuse l'autre camp de s'être rallié au général en fuite, poursuivi par la CPI pour crimes de guerre, Bosco de Taganda. Un ralliement nié par Rouchogoza. Son camp accuse à son tour l'autre faction d'être vendue à Kinshasa. Que fait la délégation de Kinshasa pendant ce temps? Elle attend une décision du pouvoir. Faut-il admettre que Kampala est un fiasco et plier bagage? Faut-il attendre une réconciliation du M23 pour reprendre la négociation? Le pays médiateur, l'Ouganda, peut-il se résigner à un échec? Autant de questions sur lesquelles la diplomatie est à l'œuvre pour trouver une formule permettant à chacun de sauver la face. Bruno Minas, Kampala, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le M23, toutes factions confondues, confirme qu'aucun accord ne sera signé aujourd'hui avec le gouvernement de Kinshasa. J'ai parlé à Bertrand Bissimois, président du M23 du général Makenga, et à Séraphin Mirindi, porte-parole de l'aile Bishop Runiga. Nous commençons avec les précisions de M. Bissimois. Nous ne sommes pas au courant d'une éventuelle signature d'un accord, aujourd'hui vendredi, entre nous et le gouvernement congolais. D'autant plus que nous n'avons pas été associés à la confection d'un quelconque accord. Nous n'avons pas négocié avec le gouvernement congolais. Au stade où nous sommes actuellement avec le gouvernement congolais, nous sommes en train d'examiner le second point de l'ordre du jour de l'accord, c'est-à-dire les questions sécuritaires. Et nous n'avons pas évolué par rapport à cette question-là. Ça signifie que les négociations sont en panne. On ne peut pas envisager la signature d'un accord au moment où les négociations sont en panne. Nous ne savons pas si cet accord vient d'où, nous ne savons pas qui en est l'initiateur, et la médiation ne nous en a jamais parlé. Et qu'on nous dise aujourd'hui que nous allons signer un accord, je crois que c'est une manière de montrer qu'on n'est pas au courant de l'étape où on est aujourd'hui au niveau des négociations. Pas d'intégration possible de vos forces dans les forces nationales? Nous n'avons jamais négocié une quelconque intégration des forces avec le gouvernement congolais. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui commencer à parler intégration alors que nous n'avons même pas terminé les points qui ont été prévus à l'ordre du jour. Il faut qu'on les termine, il faut qu'on les vide. C'est des questions de fond qui ont été à la base de la crise qu'il y a eu en République démocratique du Congo. Il faut les vider. Nous ne voulons pas que nous puissions être avec le gouvernement congolais et aller nous partager les postes à Kinshasa ou aller travailler ensemble au moment où nous n'avons même pas encore défini les mécanismes pour la résolution des problèmes qui ont présidé à la crise actuelle. Tout le monde reconnaît qu'il y a des causes profondes de la crise en République démocratique du Congo, mais je me demande pourquoi tout le monde ne veut pas s'impliquer pour qu'on les résolve. Et par contre, on commence à parler de l'intégration. Je crois qu'on est en train de mettre la charrue avant les deux. Alors, ces causes profondes, brièvement. Les causes profondes de la crise en République démocratique, elles sont essentiellement sécuritaires, vous le savez. Vous savez qu'à l'est du Congo, pilule des groupes armés étrangers qui sont en train de tuer nos populations. Aussi l'incapacité du gouvernement congolais à sécuriser sa propre population. Il y a un problème de gouvernance dans le pays. C'est cela le vrai problème. Et il faut qu'on les résolve. Il faut que l'on définisse les mécanismes pour résoudre le problème de gouvernance dans le pays. C'est ce problème-là qui est à la base de toutes ces crises à répétition. Bertrand Bissimois, président du M23. Voici maintenant la réaction du camp Runiga avec son porte-parole Séraphin Mirindi. Je pense que les plans que M. Bertrand Bissimois ou le général Makenga Sultani avaient avec le gouvernement de Kinshasa
n'a pas pu réussir, d'autant plus que c'est un accord qu'il devait signer à Goma. Et la condition sine qua non que le gouvernement de Kinshasa avait donnée à M. Makenga, c'était de nous déloger de nous toute l'opposition pour qu'ils aient signé ça à Goma, parce qu'il était pratiquement impossible de signer cet accord à Kampala sous l'égide de la CIRGL. Voilà pourquoi aujourd'hui, parce que le 15 vient d'arriver, et le jour où ils se sont convenus, ils sont en train de dire qu'il n'y a pas un accord qui sera signé. Comment un accord peut être signé sans qu'il y ait des assises? Nous avons traité le premier point à l'ordre du jour, qui consistait à revoir ou à évaluer l'accord du 23 mars, ce qui a été fini. Il restait le deuxième point, les questions sécuritaires, et le troisième point, les questions socio-politico-économiques, ce qui n'a pas été fait. Et au-delà de ça, il devait y avoir des mécanismes de suivi de cet accord qui devait être signé à Kampala. Ça fait de cela plus de 2 mois que les gens ne se réunissent pas. Les délégations sont en Kampala. Rien ne s'est fait. On a demandé de réduire le nombre. Le gouvernement avait 82 personnes. On a réduit à 12. On avait 32 personnes. Le M23 avait 32 personnes. On a réduit à 12. Et donc, rien n'a été fait jusque maintenant. Comment ça se passe sur le terrain, ces affrontements entre vous et l'autre faction? En tout cas, c'est vraiment un mystère. Le général Makenga, on avait déjà mis en déroute et il était en train de négocier pour qu'on puisse discuter avec lui. Soudain, le FARDC et les FDLR lui tiennent les mains fortes et ils nous ont attaqués toute la nuit. Même jusque maintenant, nous sommes en train de combattre une opposition à Rugari. Nous ne comprenons rien du tout de ce qui se passe. Nous croyons que Kabila, après avoir perdu le champ de bataille, après avoir perdu en politique et dans la diplomatie, il a voulu saboter Kampala et saboter exactement l'accord cadre d'Addis Abeba. Et nous, on ne comprend rien. C'est en tout cas du type l'accord cadre qui avait été signé en 2003 encore par le MRC et le gouvernement de Kinshasa. C'est exactement le même scénario. Donc, Kabila, lui, a choisi la voie la plus possible, la voie la plus faible, la corruption pour arriver à ces objectifs-là. C'est tout ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, Kabila est en train de nous combattre par procuration à Makenga. Séraphin Mirindi, porte-parole de l'aile Bishop Runiga du M23, que j'ai joint hier. Dans une déclaration reprise par le potentiel et en réaction à la prédiction de M. Mirindi, selon laquelle le 15 mars sera une journée avortée, le ministre Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, a précisé « Nous ne traitons pas avec les ailes du M23. Nous avons déposé une série de propositions de sortie de crise à la médiation qui doit les soumettre au M23. Nous constatons simplement que ce groupe rebelle se déchire sur le terrain. C'est donc au médiateur de nous désigner un interlocuteur. Pour nous, Sultani Makenga et Jean-Marie Runiga, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Les deux sont à la tête de mouvements anticonstitutionnels, ajoute-t-il, soulignant qu'avec ou sans accord, les pourparlers de Kampala prendront bien fin le 15 mars. Ces propos de M. Mende, je le rappelle, ont été rapportés par Le Potentiel.